À la veille de Noël, mes parents ont surpris ma sœur avec une maison de vacances entièrement payée. Puis ils m'ont donné une lettre pliée. Quand je l'ai lue à voix haute, le sourire d'E et ma sœur a disparu instantanément. Quand je l'ai lu à voix haute, le sourire de ma sœur a instantanément disparu. Je m'appelle Minnie, et cette histoire s'est déroulée il y a 2 ans, alors que j'avais 29 ans. Ma sœur, Madison, avait 32 ans à l'époque, et elle avait toujours été l'enfant chéri de notre famille. Tout était facile pour elle, des excellentes notes sans même étudier, une bourse complète pour l'université de Northwestern, le job de ses rêves en marketing décroché dès la sortie de l'université, et un mariage avec son amour de fac, Jake, qui venait d'une famille aisée. Pendant ce temps, moi, je peinais à l'université locale, j'enchaînais 3 boulots pour payer mes études d'infirmière, et je vivais dans un studio au-dessus du restaurant chinois de Madame Chen. Ne vous méprenez pas, je n'étais pas amer de devoir travailler dur. En réalité, j'adorais mon métier d'infirmière, et j'étais fier de ce que j'avais accompli par moi-même. Mais la façon dont mes parents, David et Linda, nous comparaient constamment était épuisante. Chaque dîner de famille était rythmé par les derniers exploits de Madison, tandis que mes propres réussites recevaient, au mieux, un signe de tête polie. Le vrai problème a commencé 3 ans avant cette fameuse veille de Noël. Madison et Jake essayaient d'avoir des enfants depuis environ 4 ans, sans succès. Ils avaient tout tenté, les traitements de fertilité, les spécialistes, toute la panoplie. C'était déchirant à voir, et j'étais sincèrement peiné pour eux. Mais Madison étant Madison, elle ne pouvait pas simplement gérer ses difficultés en silence. Il fallait qu'elle fasse tourner la vie de tout le monde autour de sa douleur. Elle a commencé à arriver en retard aux réunions de famille, ou à partir plus tôt, car me voir avec des enfants était, selon elle, trop difficile à supporter. Le problème, c'est que je n'avais même pas encore d'enfants. Je sortais avec mon petit ami, Marcus, c'était sérieux, et nous parlions de mariage et d'enfants, mais nous n'étions pas pressés. Madison, cependant, semblait penser que, simplement parce que je pouvais potentiellement avoir des enfants facilement, j'étalais ma fertilité sous son nez. La goutte d'eau a été lors du Thanksgiving d'il y a 3 ans. Marcus et moi avons annoncé nos fiançailles et, au lieu de nous féliciter, Madison a fondu en larmes et s'est enfuie dans la salle de bain. Mes parents l'ont suivi, nous laissant, Marcus et moi, seuls à table avec ma tante et mon oncle, qui semblaient incroyablement mal à l'aise. Quand ils sont revenus, ma mère a suggéré que nous restions discrets sur les préparatifs de notre mariage, pour ne pas contrarier Madison davantage. J'étais frustré, mais j'ai essayé d'être compréhensive. Nous avons organisé un petit mariage l'été suivant, et Madison a été ma demoiselle d'honneur, malgré sa réticence évidente. Elle n'est restée qu'1 heure à mon enterrement de vie de jeune fille, a passé le jour de mon mariage à soupirer de façon théâtrale pendant les photos, et à porter un toast qui parlait plus de ses propres difficultés que de notre union, à Marcus et à moi. Mais j'ai pris sur moi, parce que la famille, c'est la famille, n'est-ce pas? Les choses ont empiré après que Marcus et moi nous soyons mariés, l'été suivant. Madison a commencé à faire des commentaires sur la facilité de ma vie, sur le fait que je ne comprenais pas les vrais problèmes, et que je devrais être reconnaissante de mes avantages naturels. Elle semblait oublier que j'avais travaillé d'arrache-pied pour financer mes études d'infirmière, alors qu'elle, tout lui avait été servi sur un plateau. Le coup de grâce est arrivé le Noël suivant notre mariage, soit 2 ans avant la veille de Noël dont je vous parle. Madison a annoncé qu'elle et Jake faisaient une pause dans leur tentative pour avoir un enfant, et qu'ils allaient se concentrer sur les voyages et leur carrière. Mes parents leur ont organisé une fête pour célébrer leur nouveau projet de vie, invitant toute la famille élargie. C'était bizarre, mais j'ai soutenu sa décision. 3 semaines plus tard, Marcus et moi avons découvert que j'étais enceinte. Nous étions ravis, mais anxieux à l'idée de l'annoncer à ma famille, étant donné la sensibilité de Madison sur le sujet. Nous avons décidé d'attendre la fin du premier trimestre pour partager la nouvelle. À 14 semaines, nous avons réuni tout le monde pour le dîner du dimanche et avons fait notre annonce. Le visage de Madison est devenu blanc, puis rouge, puis elle s'est mise à hurler. Elle m'a accusé d'être tombée enceinte exprès pour le lui jeter au visage. Elle a dit que j'étais égoïste et cruel, et que j'avais planifié cela pour éclipser sa nouvelle orientation de vie. Mes parents sont restés assis là pendant qu'elle m'insultait, sans dire un mot pour me défendre. Marcus a finalement pris la parole et a dit à Madison que sa réaction était complètement déplacée. Elle s'est retournée contre lui, disant qu'il ne comprenait pas ce que c'était que de désirer quelque chose si désespérément, et de voir d'autres l'obtenir sans même essayer. Quand Marcus a souligné que nous étions mariés depuis 8 mois, et qu'essayer n'était pas vraiment choquant,
Madison est sortie en trombe. Mais c'est là que les choses se sont vraiment envenimées. Une semaine plus tard, j'ai fait une fausse couche. Ce fut dévastateur pour Marcus et moi. Nous avions le cœur brisé, et j'ai pris 2 semaines de congé pour me remettre, physiquement et émotionnellement. Est-ce que Madison a appelé pour prendre de mes nouvelles, s'excuser pour sa réaction, ou offrir le moindre soutien? Non. En fait, quand ma mère l'a appelé pour lui raconter ce qui s'était passé, la réponse de Madison a été que c'était peut-être la façon de l'univers de m'apprendre à ne pas prendre les choses pour acquises. Pour moi, c'en était trop. J'en avais absolument fini avec elle et, franchement, j'en avais assez de mes parents qui entretenaient son comportement. Marcus et moi avons passé le reste de cette année-là à nous concentrer sur notre guérison et notre mariage, avec un contact minimal avec ma famille. Mais Madison n'avait pas fini. Au cours des mois suivants, elle a lancé une campagne sur les réseaux sociaux qui m'était clairement destinée, publiant des choses comme « Quand les gens vous montrent qui ils sont vraiment, croyez-les. » Et certaines personnes ne comprendront jamais ce qu'est la vraie douleur. Elle publiait des messages vagues sur les membres de la famille qui manquent d'empathie, et sur la façon dont certaines personnes obtiennent tout sans effort et se plaignent quand même. Le pire, c'est qu'elle publiait ces choses juste après des événements familiaux où nous nous étions bien entendus. Nous passions un dîner du dimanche correct, partagions peut-être même un rire ou deux, et puis, le lendemain, il y avait un message passif-agressif sur les faux membres de la famille ou les gens qui font semblant de se soucier des autres. C'était comme si elle ne pouvait pas supporter d'avoir un moment normal avec moi sans me punir pour cela plus tard. Cette histoire sur les réseaux sociaux est devenue si grave que mes amis ont commencé à me poser des questions. Mon amie de fac, Jessica, m'a appelé un jour et m'a dit « Est-ce que tout va bien entre toi et Madison ?» Parce que ses publications sur Facebook sont inquiétantes. J'ai dû expliquer toute la situation à Jessica, qui était horrifiée. Elle n'arrivait pas à croire qu'une professionnelle d'une trentaine d'années puisse se comporter comme une adolescente sur les réseaux sociaux. Mais l'incident le plus terrible s'est produit environ 8 mois après ma fausse couche. Marcus et moi étions allés à la baby shower de nos amis, un couple de l'école d'infirmières qui essayait depuis des années et venait d'avoir son premier bébé par FIV. C'était une célébration magnifique et émouvante, et Marcus et moi étions sincèrement heureux d'être là pour soutenir nos amis. J'ai posté une seule photo innocente de la fête, juste Marcus et moi avec les nouveaux parents, tous souriants. Je n'ai même pas mentionné les bébés ou la grossesse dans la légende. Juste, tellement heureux pour ces 2 personnes extraordinaires. Moins d'1 heure plus tard, Madison avait publié un long message enflammé sur les gens qui étalent leur capacité à être entourés de bébés, et sur la façon dont certains utilisent la joie des autres pour se sentir mieux face à leurs propres échecs. Le message ne me mentionnait pas nommément, mais quiconque connaissait notre situation familiale savait exactement de qui elle parlait. Plusieurs de nos proches ont commenté pour demander si tout allait bien, et j'ai fini par supprimer ma propre publication, tellement j'étais gêné par le drame que Madison avait créé. Ce soir-là, j'ai appelé mes parents, furieuse. Je leur ai parlé du message de Madison, et à quel point il était humiliant qu'elle surveille constamment mes réseaux sociaux et transforme tout en une attaque publique contre moi. La réponse de ma mère a été « Eh bien, ma chérie, peut-être que tu pourrais être plus sensible à ce que tu publies. Tu sais, Madison traverse une période difficile. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mes parents ne se contentaient pas de cautionner le comportement de Madison. Ils participaient activement à me rendre responsable de la gestion de ses émotions. Ce n'était pas suffisant que je doive marcher sur des œufs autour d'elle en personne. Maintenant, je devais aussi organiser toute ma présence sur les réseaux sociaux en fonction de ses sentiments. Marcus était furieux quand je lui ai raconté l'appel téléphonique. Il a dit que nous devrions couper tout contact avec toute ma famille, jusqu'à ce qu'il commence à me traiter avec un respect élémentaire. Une partie de moi voulait faire exactement ça, mais je ne pouvais pas me résoudre à couper complètement les ponts avec mes parents. Ils n'étaient pas des gens malveillants. Ils étaient juste tellement concentrés sur le fait d'empêcher Madison de s'effondrer qu'ils ne voyaient pas comment ils me sacrifiaient au passage. La situation s'est encore compliquée lorsque Madison a commencé à impliquer la famille de Jake dans sa campagne contre moi. Les parents de Jake, Robert et Carol, étaient des gens charmants qui avaient toujours été gentils avec moi. Mais Madison a commencé à leur raconter sa version des faits, me dépeignant comme la sœur cruelle qui était délibérément tombée enceinte pour la blesser, et qui avait ensuite joué la victime lorsque j'avais perdu le bébé. Je l'ai découvert quand Carol m'a appelé à l'improviste un jour. Elle était clairement mal à l'aise, mais elle sentait qu'elle devait dire quelque chose. « Minnie, j'espère que tu sais que Robert et moi ne croyons pas ce que Madison raconte sur toi.
Nous te connaissons depuis des années, et nous savons que tu n'es pas le genre de personne à blesser délibérément quelqu'un que tu aimes. J'étais mortifié que Madison ait entraîné les parents de Jake dans notre histoire, mais aussi reconnaissante que Carol m'ait contacté. Elle m'a dit que Madison les appelait régulièrement, en pleurant, pour leur dire que j'avais retourné toute la famille contre elle et que je manipulais nos parents pour qu'ils prennent mon parti. Carol a ajouté que c'était devenu si grave que Jake avait finalement dû demander à Madison de cesser d'impliquer ses parents dans notre drame. Cette conversation avec Carol m'a fait réaliser à quel point le discours de victime de Madison s'était répandu. Elle ne se contentait pas de publier des choses vagues sur les réseaux sociaux. Elle racontait activement aux gens que j'étais une sorte de cerveau maléfique, qui avait orchestré une campagne contre elle. Dans sa version des faits, j'étais la méchante qui était tombée enceinte exprès pour la blesser, puis qui avait utilisé ma fausse couche pour gagner de la sympathie et retourner tout le monde contre elle. L'ironie ne m'a pas échappé. Madison m'accusait de jouer la victime, alors qu'elle passait ses journées à publier à quel point elle était maltraitée par sa famille cruelle et insensible. Elle prétendait que j'étais manipulatrice, alors qu'elle manipulait littéralement chaque conversation et chaque réunion de famille pour que tout tourne autour de sa douleur et de ses besoins. Le pire, c'était de voir mes parents de plus en plus épuisés par tout ça. Mon père, qui avait toujours été le pacificateur de la famille, a commencé à avoir l'air vraiment stressé chaque fois que le nom de Madison était mentionné. Ma mère a développé cette habitude nerveuse de changer immédiatement de sujet dès que quelqu'un parlait de bébé, de grossesse, ou de tout ce qui pourrait déclencher Madison. Les réunions de famille sont devenues des exercices de gestion de l'anxiété collective. Tout le monde marchait sur des œufs, tout le monde surveillait ses paroles, tout le monde était responsable de l'état émotionnel de Madison, sauf Madison elle-même. Si elle passait une mauvaise journée, cela devenait le problème de tout le monde. Si quelque chose la déclenchait, c'était la responsabilité de tous de régler le problème. J'ai commencé à redouter complètement les événements familiaux. Même quand Madison était de bonne humeur, il y avait toujours cette tension sous-jacente. Ce sentiment qu'un mot ou un sujet de travers pouvait déclencher une explosion. Marcus et moi rentrions de ces réunions, émotionnellement épuisés, avec l'impression d'avoir navigué dans un champ de mines pendant 3 heures. Le point de rupture pour Marcus est arrivé pendant le dîner de Pâques, environ 8 mois avant le Noël dont je vous parle. Nous passions un bon repas, tout le monde s'entendait bien, quand ma tante a mentionné que sa fille venait de se fiancer. C'était une conversation innocente, juste des nouvelles de la famille. Mais j'ai vu le visage de Madison changer immédiatement. Au lieu de féliciter sa cousine, Madison est devenue très silencieuse, puis s'est excusée de table. Elle est revenue 10 minutes plus tard avec les yeux rouges, ayant clairement pleuré dans la salle de bain. L'ambiance du dîner a complètement changé. Tout le monde a commencé à surcompenser, essayant de remonter le moral de Madison, lui demandant si elle allait bien, faisant tout un plat d'elle. Pendant ce temps, les fiançailles de ma cousine, ce qui aurait dû être un heureux moment familial, ont été complètement éclipsés par la réaction de Madison. Ma tante avait l'air embarrassée d'en avoir parlé, et la bonne nouvelle de ma cousine a eu droit à peut-être 2 minutes de conversation de plus, avant que tout le monde ne passe à des sujets plus sûrs. Marcus était silencieux sur le chemin du retour, et quand je lui ai demandé ce qui n'allait pas, il a explosé. C'est insensé, Minnie. Les émotions d'une seule personne contrôlent toute ta famille. Tout le monde est tellement occupé à gérer les sentiments de Madison qu'ils ne peuvent même plus célébrer les événements normaux de la vie. Il avait raison, et je le savais. Mais je me sentais piégé. C'étaient mes parents, ma famille, et malgré tout, je les aimais. Je ne voulais pas couper les ponts, mais je ne pouvais pas non plus continuer à nous soumettre, Marcus et moi, à cette dynamique toxique. C'est alors que nous avons pris la décision de nous retirer de manière significative des événements familiaux. Nous avons commencé à décliner environ la moitié des invitations, prétextant des horaires de travail et d'autres engagements. Quand nous y allions, nous arrivions plus tard et partions plus tôt, minimisant notre exposition au drame. Mes parents l'ont remarqué, bien sûr, et ils n'étaient pas contents. Ils ont commencé à faire des commentaires sur le fait que nous abandonnions la famille, et que je punissais tout le monde à cause de mes problèmes avec Madison. Ils ne voyaient pas que leur propre comportement permissif nous éloignait. Ils voyaient juste cela comme moi étant dramatique et rancunière. Le pire, c'était de voir mes parents devenir de plus en plus désespérés de régler les choses, ce qui ne faisait que les pousser à encore plus tolérer le comportement de Madison. Ils m'appelaient avec des plans de plus en plus élaborés pour des réunions de famille qui, d'une manière ou d'une autre, feraient magiquement en sorte que tout le monde s'entende. Ils suggéraient que nous allions tous ensemble en thérapie familiale,
ou que nous prenions des vacances en famille, ou que nous organisions une sorte d'intervention. Mais aucune de leurs solutions n'impliquait que Madison change réellement son comportement, ou qu'elle assume la responsabilité des dommages qu'elle avait causés. Toutes leurs solutions impliquaient que tout le monde s'accommode de ses émotions et trouve de nouvelles façons d'éviter de la déclencher. C'était comme s'ils pensaient pouvoir gérer le problème sans jamais s'attaquer à la cause profonde. Ainsi, au moment où la veille de Noël dont je vous parle est arrivée, 2 ans après ma fausse couche, j'en avais à peu près fini avec eux tous. Marcus et moi essayions de concevoir à nouveau, mais nous avions décidé de ne partager aucune nouvelle avec ma famille, jusqu'à ce que ce soit absolument nécessaire. Nous prévoyions de passer le matin de Noël ensemble, puis de faire une brève apparition chez mes parents pour le dîner. Mais ma mère a appelé 3 jours avant la veille de Noël, nous suppliant presque de venir pour leur échange de cadeaux de la veille de Noël. Elle a dit que Madison traversait une période très difficile, et que cela signifierait beaucoup pour elle d'avoir tout le monde réuni. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Donc, la veille de Noël arrive, et Marcus et moi nous présentons chez mes parents vers 19 h. Le salon est décoré à la perfection. Ma mère avait mis le paquet avec des guirlandes, des lumières et un immense sapin. Madison et Jake sont déjà là, et Madison semble en fait être de bonne humeur pour une fois. Elle me serre dans ses bras quand nous arrivons, ce qui n'était pas arrivé depuis plus d'1 an. Nous dînons d'abord, une côte de bœuf, la spécialité de mon père, et pour une fois, la conversation est plutôt normale. Madison me demande des nouvelles de mon travail, je lui pose des questions sur sa dernière campagne marketing, et mes parents semblent soulagés que nous nous entendions bien. Jake est plus bavard que d'habitude, et Marcus fait un effort pour garder les choses légères. Je commence à penser que, peut-être, ce Noël ne sera pas un désastre après tout. Après le dîner, nous passons au salon pour les cadeaux. Mes parents en font toujours trop, mais cette année semble particulièrement extravagante. Il y a des piles de cadeaux emballés sous le sapin, bien plus que d'habitude. D'accord, dit mon père, se frottant les mains avec excitation. Linda et moi avons des cadeaux très spéciaux cette année, alors nous voulons faire les choses un peu différemment. Nous allons garder les grandes surprises pour la fin. Nous commençons par les choses habituelles. Des pulls, des livres, des cartes cadeaux, une bouteille de vin. Madison offre à Marcus une bouteille de scotch cher qu'il avait mentionné aimer. Et je me sens pleine d'espoir, me disant qu'elle est peut-être en train de tourner une nouvelle page. Marcus et moi offrons à tout le monde des cadeaux attentionnés que nous avions choisis des mois plus tôt, à l'époque où j'essayais encore de maintenir les relations familiales. Puis mes parents échangent un regard, et ma mère se lève pour aller chercher quelque chose dans la cuisine. Elle revient avec une grande enveloppe et la tend à Madison. C'est de notre part à tous les deux, dit mon père, la voix chargée d'émotion. Nous voulions faire quelque chose de vraiment spécial pour toi et Jake cette année. Madison ouvre l'enveloppe, et ses yeux s'écarquillent. Elle en sort ce qui ressemble à un acte de propriété, ou une sorte de document officiel. Et Jake se penche pour le lire avec elle. Oh mon Dieu, murmure Madison, puis elle se met à pleurer. Des larmes de joie, cependant, car elle sourit si largement que je pense que son visage pourrait se fendre. Jake, ils nous ont acheté la maison du lac. Ils nous ont acheté le chalet au lac Léman. Pour le contexte, cette maison du lac était un endroit où nous avions passé quelques vacances quand Madison et moi étions enfants. Elle appartenait à des amis de mes parents, et nous avions toujours dit à quel point ce serait incroyable de posséder un endroit comme ça. C'était un magnifique chalet de 3 chambres, juste au bord de l'eau, avec un quai privé et tout le reste. J'avais cherché en ligne une fois par curiosité, et j'avais vu des propriétés similaires se vendre aux alentours de 400 000 $. Madison se lève d'un bond et serre mes 2 parents dans ses bras, toujours en pleurant. Jake serre la main de mon père et les remercie encore et encore. C'est clairement un cadeau énorme, incroyablement généreux, du genre qui change une vie. Nous savons à quel point vous aimez cet endroit, dit ma mère, essuyant ses propres larmes. Et nous avons pensé que ce serait parfait pour quand vous serez prêt à fonder votre famille. Les enfants adorent le lac. Je suis assise là, essayant de digérer l'information. 400 000 $ minimum pour une maison de vacances. Je veux dire, je savais que mes parents étaient à l'aise. Mon père avait bien réussi dans l'immobilier commercial et ma mère avait hérité de l'argent de ses parents, mais c'était à un tout autre niveau. Marcus me serre la main, et je peux dire qu'il pense la même chose que moi. Nous économisons depuis 2 ans pour acheter notre première maison, et il nous manque encore environ 30 000 $ pour avoir un apport décent dans notre région. Mais je ravale ma jalousie et j'essaie d'être heureuse pour eux.
Madison est en fait gracieuse et douce, remerciant mes parents à plusieurs reprises et parlant de tous les souvenirs qu'ils y créeront. Pendant un instant, on se croirait revenu au bon vieux temps, avant que tout ne devienne si compliqué et amer. Très bien, dit mon père après que l'excitation soit un peu retombée. Minnie, Marcus, nous avons aussi quelque chose pour vous. Ma mère se penche sous le sapin et en sort une petite enveloppe, bien plus petite que celle de Madison. Elle me la tend avec un sourire qui semble un peu forcé, maintenant que j'y pense. Vas-y, ma chérie. Ouvre-la, m'encourage-t-elle. J'ouvre l'enveloppe, m'attendant peut-être à un joli chèque cadeau ou à des billets pour quelque chose. À la place, je trouve une seule feuille de papier pliée. On dirait qu'elle a été arrachée d'un bloc-notes, et elle est couverte de l'écriture de ma mère. Lis-la à voix haute, suggère mon père. Nous voulons que tout le monde entende. Je déplie le papier et mon cœur commence à battre la chamade alors que je lis les premières lignes pour moi-même. Ça ne peut pas être ce que je pense. Je lève les yeux vers mes parents, et ils me regardent tous les deux avec attente. Madison et Jake me regardent aussi, en attendant. Je commence, ma voix se brisant légèrement. Vous êtes sûr que vous voulez que je lise ça à voix haute? Bien sûr, ma chérie, dit ma mère. C'est quelque chose auquel nous pensons depuis longtemps, et nous voulons que toute la famille l'entende. Je regarde Marcus, qui hoche la tête de manière encourageante, puis je reviens à la lettre. Mes mains tremblent un peu alors que je commence à lire. Chers Minnie et Marcus, je lis, ma voix devenant plus forte à mesure que je réalise de quoi il s'agit. Nous vous avons vu tous les deux travailler incroyablement dur pour construire votre vie ensemble, et nous sommes si fiers des adultes que vous êtes devenus. Minnie, ton dévouement à ta carrière d'infirmière et ta force dans les moments difficiles nous ont montré ce qu'est un vrai caractère. Le sourire de Madison est toujours figé sur son visage, mais je peux voir la confusion commencer à poindre dans ses yeux. Je continue de lire. Marcus, tu as été le partenaire parfait pour notre fille, soutenant ses rêves et te tenant à ses côtés lorsque d'autres membres de cette famille ont échoué à le faire. Maintenant, le sourire de Madison vacille définitivement. Jake a l'air mal à l'aise, et mes parents observent attentivement mon visage alors que je leur lis leurs propres mots. Nous savons que vous avez économisé pour acheter votre première maison, et nous savons que cela a été une lutte avec vos salaires, surtout avec les prêts étudiants et le coût de la vie. Nous vous avons vu tous les deux faire des sacrifices et ne jamais nous demander d'aide, même quand nous savions que les temps étaient durs. Ma voix se raffermit maintenant, parce que je commence à comprendre ce qu'est cette lettre, et une sensation de chaleur se propage dans ma poitrine. Nous savons aussi, je continue, que vous avez dû faire face à un traitement injuste de la part de certains membres de la famille, et que vous avez géré cette situation avec plus de grâce et de maturité que quiconque n'aurait dû en avoir besoin. Vous avez été exclu d'événements familiaux, vos réussites ont été minimisées, et même votre tragédie personnelle a été utilisée contre vous. Le visage de Madison est maintenant complètement blanc. Le sourire a disparu, et elle me regarde fixement, comme si je lisais son journal intime à voix haute, ce qui, d'une certaine manière, est le cas. Alors, je lis, ma voix maintenant claire et forte, nous avons décidé de vous offrir le cadeau de mariage que nous ne vous avons jamais vraiment donné, plus un petit extra pour tout ce que vous avez dû endurer. Je m'arrête ici, car la phrase suivante me coupe le souffle. Nous vous donnons 50 000 $ pour l'achat de votre première maison, et nous couvrons également la totalité de votre dette de prêt étudiant restante, que nous estimons à environ 37 000 $. Marcus allait à côté de moi. J'ai à peine du mal à croire ce que je lis, mais je continue. Ceci n'est pas un prêt. Ce n'est pas quelque chose que vous devez rembourser ou dont vous devez vous sentir coupable. C'est ce que nous aurions dû faire lorsque vous vous êtes mariés, au lieu de marcher sur des œufs à cause de la jalousie et de l'insécurité de quelqu'un d'autre. Madison émet un son d'étouffement. Jake tend la main et pose une main sur son bras, mais elle le repousse. Nous espérons que cela vous aidera à fonder votre famille dans votre propre maison, entourée de personnes qui vous soutiennent et vous aiment vraiment. Nous espérons aussi que cela compensera, d'une petite manière, les fois où nous n'avons pas réussi à vous défendre quand vous en aviez le plus besoin. Je lève les yeux de la lettre, et Madison me regarde avec une expression que je n'ai jamais vue auparavant. C'est comme si elle me voyait pour la première fois, ou peut-être qu'elle se voyait elle-même pour la première fois. Jake a l'air de vouloir disparaître dans les coussins du canapé. Mais je n'ai pas encore fini de lire. Nous aimons nos 2 filles, je continue. Mais nous avons réalisé que nous avons encouragé un comportement qui a blessé notre famille, et qui t'a blessé toi, en particulier. Nous espérons qu'à l'avenir,
toutes nos relations familiales pourront être basées sur le respect mutuel et la gentillesse sincère, plutôt que de marcher sur des œufs à cause des émotions d'une seule personne. La pièce est maintenant complètement silencieuse, à l'exception de ma voix. Nous savons que cette lettre pourrait causer des tensions, mais nous sommes fatigués de prétendre que la situation était normale. Ce n'est pas normal. Vous méritez mieux de notre part à tous. Je prends une inspiration et lis les dernières lignes. Utilisez cet argent pour construire la vie que vous voulez, avec des gens qui célèbrent votre bonheur au lieu de le ressentir. Nous vous aimons tous les deux, et nous sommes fiers d'être vos parents. Maman et papa. Je replie la lettre et regarde autour de moi dans la pièce. Marcus a les larmes aux yeux et me serre la main si fort que ça en fait presque mal. Mes parents regardent tous les deux Madison, qui a l'air d'avoir été giflé. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, dit finalement Madison, sa voix basse et menaçante. C'est exactement ce que ça semble être, dit mon père calmement. Nous donnons à Minnie et Marcus une aide financière, tout comme nous vous avons donné, à toi et Jake, la maison du lac. Ce n'est pas du tout la même chose. Madison se lève, sa voix devenant plus forte. Vous venez de m'humilier devant tout le monde. Vous m'avez fait passer pour une sorte de monstre. La lettre ne t'a fait passer pour rien du tout, dit mon père calmement. Tes parents ont écrit des faits. Des faits sur la façon dont tu as traité ta sœur, et des faits sur la façon dont nous l'avons permis. Madison se retourne pour me faire face. Tu as planifié ça, n'est-ce pas? Tu les as convaincus de faire ça d'une manière ou d'une autre. C'est ta vengeance pour que je ne t'ai pas léché les bottes quand tu es tombée enceinte. Madison, dit Jake doucement. Peut-être qu'on devrait juste. Non, lui lance-t-elle. C'est. Ils nous donnent une maison, mais ensuite ils doivent tout gâcher en faisant en sorte que tout tourne autour de Minnie et de son complexe de victime. Tout doit toujours tourner autour de la pauvre Minnie et de la difficulté de sa vie. Marcus se lève. Ça suffit. Tu es en train de prouver leur point de vue, là, maintenant. Oh, la ferme, Marcus, grogne Madison. Ça ne te regarde pas, en fait, si, dit-il calmement, et je vois qu'il pense à cette conversation depuis un moment. J'ai vu comment tu as traité ma femme comme une ordure pendant des années. Je l'ai vu pleurer après des dîners de famille à cause de ce que tu lui as dit. Je l'ai vu se blâmer pour tes problèmes d'infertilité, parce que tu lui as fait sentir que son existence même était une offense pour toi. Je n'ai jamais dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le dire directement, dis-je, me levant à mon tour. Tu l'as dit avec tes actions. Tu l'as dit quand tu m'as hurlé dessus parce que j'étais enceinte. Tu l'as dit quand tu as dit à maman que ma fausse couche était l'univers qui m'enseignait une leçon. Tu l'as dit à chaque fois que tu as fait une publication sur les réseaux sociaux à propos des membres de la famille qui ne comprennent pas la vraie douleur. Le visage de Madison se décompose. Ce n'est pas. Je ne voulais pas dire. Si, tu le voulais, dit mon père fermement. Madison, nous t'aimons. Nous t'aimerons toujours. Mais la façon dont tu as traité Minnie est inacceptable. Et la façon dont nous l'avons permis est inacceptable. Vous l'avez permis? Madison rit amèrement. Vous venez de lui donner près de 90 000 $ tout en me traitant de jalouse et d'insécure devant mon mari. En quoi est-ce que ça me permet quoi que ce soit? Nous t'avons donné une maison d'une valeur d'environ 400 000 $, souligne ma mère. On ne te laisse pas exactement les mains vides. Ce n'est pas la question. Madison crie maintenant à plein poumon. La question, c'est que vous avez décidé que je suis la méchante de cette famille, et maintenant vous récompensez Minnie pour être la victime. Non, dis-je, et ma voix est stable maintenant. Ils ne me récompensent pas pour être une victime. Ils reconnaissent que j'ai travaillé dur et que j'ai géré une situation difficile avec maturité, quelque chose que tu n'as jamais été capable de faire. Situation difficile? La voix de Madison monte d'une octave. Quelle situation difficile? Tu as eu tout ce que tu voulais. Tu t'es marié. Tu as obtenu ton diplôme d'infirmière. Tu as un mari qui t'adore. Qu'est-ce qui a été si difficile dans ta vie, exactement? La pièce devient silencieuse et je réalise que c'est le moment. C'est le moment que j'attends depuis 2 ans. Le moment où soit je recule et laisse Madison continuer à réécrire l'histoire, soit je me défends une bonne fois pour toutes. Tu veux savoir ce qui a été difficile? Je demande, ma voix se renforçant. Regarder ma sœur se transformer en quelqu'un que je ne reconnais plus, parce qu'elle ne supporte pas que les autres soient heureux.
Devoir marcher sur des œufs concernant mes propres accomplissements, parce qu'ils pourraient te déclencher. Planifier mon mariage en fonction de ton état émotionnel. Me faire hurler dessus pour être tombée enceinte, puis m'entendre dire que ma fausse couche était une sorte de justice cosmique. Madison ouvre la bouche pour m'interrompre, mais je continue. Voir mes parents me suggérer de reporter l'annonce de mes fiançailles, parce que ça pourrait te contrarier. Me faire demander de garder mon mariage discret, pour que tu ne te sentes pas mal. Te regarder faire un discours de demoiselle d'honneur qui portait entièrement sur tes propres problèmes. Te voir sécher mon enterrement de vie de jeune fille, parce qu'être entouré de gens heureux était trop déclenchant. Je suis lancé maintenant, et 2 ans de frustration refoulée se déversent. Mais tu sais ce qui a été le plus difficile? Réaliser que ma grande sœur, la personne que j'ai admirée toute ma vie, était devenue quelqu'un qui ne pouvait être heureux que si tout le monde autour d'elle était misérable. Quelqu'un qui voit la joie des autres comme une attaque personnelle. Quelqu'un qui pense que le monde lui doit quelque chose, parce que la vie ne s'est pas déroulée exactement selon son plan. Madison pleure maintenant. Mais je n'ai pas fini. Je n'ai été que solidaire avec toi. Quand tu luttais avec la fertilité, j'étais là. Quand toi et Jake avaient décidé de faire une pause, j'ai soutenu cette décision. Quand tu avais besoin de prendre de la distance avec les événements familiaux, j'ai compris. Mais rien de tout cela n'avait d'importance, parce que tu avais déjà décidé que j'étais ton ennemi. Tu as décidé que mon bonheur diminuait le tien, d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas vrai, murmure Madison. Si, c'est vrai, dit Jake doucement. Et tout le monde se tourne pour le regarder. Il était resté silencieux pendant la majeure partie de cet échange, observant sa femme avec une expression qui était un mélange d'amour, d'épuisement et de détermination. Je réalise qu'il attendait ce moment, peut-être même qu'il l'espérait. Madison, c'est vrai. Tu sais que c'est vrai. Jake, la voix de Madison se brise. Non, Madison. Je t'aime, mais je ne vais pas rester assis ici à te regarder faire ça plus longtemps. Ta sœur a perdu un bébé, et tu as dit à sa mère que c'était l'univers qui lui enseignait une leçon. Est-ce que tu comprends à quel point c'est cruel? Est-ce que tu comprends comment ça sonnait? Madison se couvre le visage avec ses mains. J'avais mal. J'étais en souffrance. Et je ne réfléchissais pas clairement. Tu es toujours en souffrance, dit Jake, et sa voix est douce mais ferme. Il est clair qu'il a déjà eu cette conversation avec elle auparavant, probablement de nombreuses fois. Il y a toujours une raison pour laquelle tu ne peux pas être heureuse pour les autres. Il y a toujours une excuse pour que tout le monde ait besoin de gérer sa vie en fonction de tes émotions. Ça, c'est la meilleure, dit Madison, baissant ses mains et fusillant Jake du regard. Maintenant, mon propre mari se ligue contre moi, lui aussi. Je ne me ligue pas contre toi. Je te dis la vérité. Je te dis cette vérité depuis des mois, mais tu ne veux pas m'écouter non plus. Oh, on entre dans un territoire que je n'attendais pas. Marcus et moi échangeons un regard, et je peux dire qu'il pense la même chose que moi. C'est plus que la simple relation de Madison avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire, demande Madison. Jake regarde autour de la pièce, clairement mal à l'aise avec le public, mais il insiste. Ça veut dire que ça n'affecte pas seulement ta relation avec Minnie. Ça affecte aussi notre mariage. Ça affecte tout. Tu ne peux pas être sincèrement heureuse de quoi que ce soit, parce que tu es trop occupée à compter les points avec tout le monde. Ce n'est pas juste. Ah non, demande Jake. Quand est-ce que, pour la dernière fois, tu as célébré quelque chose de bien qui arrivait à quelqu'un d'autre sans trouver un moyen de ramener ça à ce qui ne va pas dans notre vie? Quand est-ce que, pour la dernière fois, tu as ressenti une joie réelle pour quelque chose qui n'impliquait pas que quelqu'un d'autre échoue ou lutte? Madison le regarde fixement, et je peux la voir essayer de trouver une réponse. Le fait qu'elle n'en trouve pas nous dit tout ce que nous avons besoin de savoir. Mon père se racle la gorge. Peut-être qu'on devrait tous faire une pause. Non, dit Madison, et sa voix a changé. Le combat l'a quittée, et elle semble épuisée. Non, n'arrêtez pas pour moi. C'est clairement une sorte d'intervention que vous avez tous planifiée. Nous n'avons rien planifié, dit ma mère. Nous avons juste décidé que nous en avions assez de prétendre que tout allait bien, alors que ce n'était pas le cas. Madison regarde autour de la pièce, nous regardant tous, et pour la première fois depuis des années, je vois quelque chose d'autre que de la colère ou de l'apitoiement sur son sort dans son expression. Je pense que c'est peut-être de la honte. Et maintenant, quoi, demande-t-elle.
Vous m'avez tous dit quelle personne horrible je suis. Tu m'as donné de l'argent tout en t'assurant que je sache que c'est parce que je suis tellement. J'ai qu'à décider que notre mariage est brisé parce que je ne suis pas assez positive. Qu'est-ce que vous attendez de moi, maintenant, exactement? Nous voulons que tu te fasses aider, dit simplement ma mère. Nous voulons que tu parles à quelqu'un pour comprendre pourquoi le bonheur des autres te semble être une menace. Nous voulons que tu trouves un moyen d'être heureuse pour ta sœur quand de bonnes choses lui arrivent. Et nous voulons que tu t'excuses, ajoute mon père. Pas de fausses excuses où tu justifies ton comportement, mais de vraies excuses où tu reconnais le mal que tu as causé. Madison me regarde, et pendant un instant, je revois la sœur que je connaissais. Celle qui m'a appris à faire des bracelets d'amitié et qui partageait toujours ses bonbons d'Halloween avec moi. Je suis désolé, dit-elle, et sa voix est si basse que je l'entends à peine. Je suis désolé aussi, dis-je, parce que malgré tout, je le suis. Je suis désolé qu'on en soit arrivé là. Je suis désolé qu'elle souffre. Je suis désolé que notre famille soit si brisée. Non, dit Madison en secouant la tête. Ne t'excuse pas. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi. Je sais que c'est moi. C'est juste que... Je ne sais pas comment arrêter. Jake tend la main et prend la sienne. Tu arrêtes en te faisant aider. Tu arrêtes en faisant le travail nécessaire pour comprendre pourquoi tu penses que l'amour est une ressource limitée, et que si quelqu'un d'autre en reçoit, il y en a moins pour toi. Je ne sais pas si je peux, admet Madison. Je ne sais pas si je sais comment être autrement, maintenant. Alors apprends, dit ma mère fermement. Parce que cette version de toi n'est pas viable. Ni pour ton mariage, ni pour tes relations familiales, et ni pour ton propre bonheur. Madison hoche la tête, des larmes coulant sur son visage. La maison du lac, dit-elle soudainement. Vous devriez aussi donner la maison du lac à Minnie. Elle la mérite plus que moi. Madison, non, dis-je immédiatement. Ce n'est pas le but. Il ne s'agit pas de savoir qui mérite quoi. Il s'agit de se traiter mutuellement avec gentillesse et respect. Mais je ne sais plus comment faire ça, dit-elle. Je ne me souviens plus comment être heureuse pour les autres. Je ne me souviens plus comment ne pas être en colère tout le temps. Alors nous t'aiderons à te souvenir, dis-je, et je réalise que je le pense. Mais tu dois vouloir changer. Tu dois vouloir faire mieux. Madison regarde à nouveau la pièce, et je peux la voir faire l'inventaire de toutes les relations qu'elle a endommagées, de tous les ponts qu'elle a brûlés ou est en train de brûler. Je veux faire mieux, dit-elle finalement. Je veux être le genre de personne qui peut être sincèrement heureuse quand ma sœur reçoit de bonnes nouvelles. Je veux être le genre d'épouse qui ne ramène pas tout à ce qui ne va pas dans notre vie. Je veux être le genre de fille qui ne transforme pas les réunions de famille en champ de mine. Alors c'est par là qu'on commence, dis-je en lui serrant la main. La pièce devient silencieuse pendant un moment, et je réalise que cette veille de Noël a été plus honnête et plus crue que n'importe quelle réunion de famille que nous ayons eue depuis des années, peut-être même jamais. Alors, dit Marcus, brisant le silence. On devrait peut-être ouvrir le reste des cadeaux. Tout le monde rit, même Madison, et la tension dans la pièce se dissipe un tout petit peu. Nous n'avons pas résolu comme par magie tous nos problèmes ce soir-là, bien sûr. Madison et Jake sont partis peu de temps après, Madison promettant de commencer à chercher un thérapeute après les fêtes. Mes parents, Marcus et moi sommes restés à parler jusqu'à bien après minuit, travaillant sur des années de ressentiment et de blessures accumulées. Mais cette lettre a tout changé. Pas seulement à cause de l'argent, même si je ne mentirai pas, être sans dette et avoir un apport pour notre maison a changé notre vie. Elle a tout changé parce que c'était la première fois que mes parents reconnaissaient à voix haute que la dynamique familiale dans laquelle nous vivions tous ne fonctionnait pas. C'était la première fois que quelqu'un qualifiait le comportement de Madison pour ce qu'il était, au lieu de lui trouver des excuses. Plus important encore, c'était la première fois que je sentais que mes parents me voyaient clairement, non pas comme la petite sœur de Madison ou comme un lot de consolation, mais comme leur fille qui méritait d'être soutenue et défendue. Madison a commencé une thérapie, et c'est un processus lent, mais elle travaille sur elle-même. Elle et Jake vont mieux, et elle fait de véritables efforts pour réparer notre relation. Elle a encore de mauvais jours, et elle lutte encore parfois avec la jalousie et le ressentiment, mais elle essaie. Elle s'est excusée correctement quelques mois plus tard, reconnaissant spécifiquement ce qu'elle avait fait de mal et comment cela m'avait affecté. Nous ne sommes pas revenus à ce que nous étions enfants, et nous ne le serons peut-être jamais, mais nous construisons quelque chose de nouveau, quelque chose de plus honnête et d'adulte.
Et cette lettre magnifique et brutale qui a tout mis à nu, a été le début de ce processus. Marcus et moi avons acheté notre maison 6 mois plus tard, et Madison était sincèrement heureuse pour nous. Elle nous a même aidés à déménager. C'était une petite chose, mais ça représentait le monde pour moi. Parfois, le plus beau cadeau n'est pas celui qui est emballé sous le sapin. Parfois, c'est la vérité, livrée avec amour, et l'espoir que les choses peuvent s'améliorer.